Denis Charbit, professeur en sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonjour Denis. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Alors Denis, il semble que le cessez-le-feu à Gaza tienne, en tout cas il a tenu toute la nuit. Est-ce que ça veut dire que c'est bon, cette confrontation est désormais derrière Israël, derrière vous? Écoutez, pour répondre, il faut se fier au précédent. C'est pas la première fois qu'un cessez-le-feu est établi entre le Hamas et Israël. À ceci près que cette fois-ci, ça concernait le djihad islamique. Et en ce sens, vous avez vu, hein, c'était prévu à 20 heures, ça a été repoussé à 23h30. Donc il y a, je dirais, un tout petit peu plus peut-être de circonspection du côté des autorités israéliennes. Et c'est pour ça qu'on attend la matinée, je dirais la fin de la matinée, pour lever les dernières mesures de sécurité, notamment les routes qui sont barrées dans la zone périphérique de la bande de Gaza. Mais de manière générale, enfin, au vu des expériences précédentes, des cessez-le-feu précédents, c'est vrai qu'il y a toujours un baroud d'honneur. Les dernières heures avant le cessez-le-feu, tout le monde y va, des dernières cartouches en quelque sorte. On appelle ça un baroud d'honneur en français. Mais jusqu'à présent, les choses se passent bien. Encore une fois, la différence, c'est que le cessez-le-feu se fait face au djihad islamique et non pas seulement face au Hamas, comme c'était le cas lors des opérations précédentes. Alors, ce qui est dit aussi sur ces 3 jours d'opération, en tout cas s'ils prennent fin maintenant, c'est que c'est un succès pour le Premier ministre Yair Lapid. C'est ça qui se dit. Oui, effectivement, sur le plan, je dirais, politique intérieure, et certains diront au vu des échéances électorales, même s'il ne faut pas oublier, hein, les élections, c'est dans 3 mois, 2 mois et 3 semaines, c'est énorme, c'est très long. La mémoire courte des Israéliens est claire, mais il n'empêche qu'il a gagné avec Benny Gantz pas mal de galons. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça va bouleverser, transformer le rapport de force. On n'a pas encore les premiers sondages, mais il est vrai qu'il a gagné, encore une fois, des galons dans, je dirais, l'opinion publique israélienne, indépendamment des appartenances politiques. Pourquoi? D'abord parce qu'il ne faut pas l'oublier, il est en exercice depuis le mois de juin. Donc il n'a pas un mois d'expérience qu'il se lance dans une première opération militaire. Mais je voudrais insister là-dessus. Quelle est la différence entre tous les premiers ministres d'Israël depuis 2006, depuis le retrait d'Israël de la bande de Gaza à l'été 2005 et jusqu'à aujourd'hui? C'est que tous les premiers ministres qui ont fait des opérations militaires, c'était Olmert, c'était Netanyahou, eh bien, ont toujours scrupuleusement attendu que des roquettes s'abattent sur Israël avant d'attaquer. C'est-à-dire que dans ce critère qui est essentiel dans les relations internationales, qui a tiré le premier, Israël veillait toujours à riposter pour avoir pendant quelques jours la communauté internationale de son côté. Yair Lapid a fait une chose que ni Netanyahou ni Olmert n'ont fait auparavant. Il a décidé de tirer le premier. Et Et- c'est la raison pour laquelle, oui, et oui, c'est la raison pour laquelle, Eva, oui. il était à peu près clair, en tout cas pour ma part, que l'opération serait beaucoup plus courte que les opérations précédentes. C'est-à-dire, comme on était les agresseurs de manière la plus objective, il fallait de l'autre côté que l'opération soit la plus courte possible. Et une opération qui a commencé vendredi, qui se termine dimanche soir, c'est du jamais vu, avec 0 mort du côté israélien, avec des pertes du côté palestinien relativement restreintes, puisque ça n'a duré que 2 jours. Ça permet effectivement à Israël et donc à Yair Lapid d'en tirer Ah, tout le crédit politique. On nous a accusés en Israël d'être supporters du terrorisme. Est-ce qu'on avait un parti arabe islamique dans notre coalition? On a prouvé qu'on était capable de faire quelque chose qu'aucun de nos précédents ont été, c'est-à-dire de riposter à une agression, mais de prendre les devants d'une agression. justement, c'est ce que j'allais dire, Denis Charbit. Le paradoxe, là, c'est qu'Israël réagit avant de se faire attaquer, parce que, il faut le dire aussi, hein, les habitants du Sud étaient bloqués chez eux parce qu'on savait, les renseignements militaires avaient des informations sur le fait qu'ils seraient attaqués. Le paradoxe, là, donc, c'est qu'Israël, factuellement, si on se repose sur le bon sens, j'ai envie de dire, tire en premier
attaquer et qu'en fait, finalement, ça paye alors que, vous l'avez évoqué, les craintes d'Israël et des Israéliens dans ce cas-là, c'est toujours les condamnations internationales et là, finalement, il y en a pas eu tellement. C'est un Pas paradoxe même. tellement parce que tout à fait. C'est-à-dire, vous savez, il y a deux paramètres dans une opération. Il y a qui tire le premier et comment on conduit la guerre. Et là, je dirais qu'on a inversé les choses. On a dit, OK, on va être les premiers à attaquer, mais on va faire ça dans un laps de temps relativement restreint. Et effectivement, qu'est-ce que offre la possibilité de faire ça en peu de temps? C'est qu'on est toujours dans une opération de ce genre à la merci d'une bavure, à la merci d'une bombe qui involontairement est tombée sur un orphelinat, sur une école, etc. Et là, en limitant ça dans le temps, on a effectivement voilà, devancé les attaques internationales. Et puis j'ajoute, pour revenir à l'opinion publique israélienne, vous savez, les Israéliens, ils se fient sur le passé. La plus courte opération, rappelez-vous, en 2021, c'était 10 jours. La plus longue, c'était bordure de protection en 2014, c'est 50 jours. Donc on se dit, ça va durer entre 10 et 50 jours. On a également, je rappelle que le vendredi, l'armée a déclaré que ça durerait une semaine et on a déclaré également qu'on allait mobiliser plus de 25 000 réservistes. Réserviste. Donc tous les Israéliens se disent, ça va être très long, ça va être plus long que prévu, entre 10 et 50 jours. Ça s'arrête au bout de 2 jours. Les Israéliens sont soulagés parce que les objectifs militaires ont été atteints et effectivement pris par, alors certes, un ministre de la Défense qui est aguerri, puisque n'oubliez pas que Benny Gantz était le chef d'état-major de l'opération bordure de protection, donc on a l'expérience d'un côté, et on a du côté d'Yair Lapid l'audace. Et si vous m'avez posé la question sur l'aspect politique, c'est vrai que cette image de Netanyahou, chef de l'opposition, qui vient entendre Yair Lapid lui expliquer ce que l'État d'Israël et ce que l'armée israélienne a fait, incontestablement, c'est une image qui sert Yair Lapid et qui dessert Netanyahou. Cette fois-ci, Netanyahou était en position d'auditeur et Yair Lapid en position de celui qui lui donnait des informations. J'aimerais revenir aussi sur cette guerre qui se joue aussi au niveau de la communication. Côté palestinien, évidemment, le bilan tranche avec celui d'Israël, puisque Israël est aussi, bien sûr, et c'est heureux, protégé par le dispositif Dôme de fer. Côté palestinien, donc, 43 morts, 311 blessés, dont des enfants. En France, on l'a vu hier soir sur BFM TV, Israël fait beaucoup d'efforts de communication en expliquant ses méthodes. Il y a même une vidéo qui a été transmise par l'ambassade d'Israël, qui a été diffusée sur BFM TV, où des agents israéliens, c'est la bande son qu'on entend, des agents israéliens appellent des personnes qui habitent à Gaza pour que les civils tirent, quittent les lieux où l'armée va tirer. Est-ce que c'est ça aussi qui a été efficace? Je pense effectivement qu'on est en train, après des années où on a toujours eu le sentiment, et notamment en France, je l'ai entendu très souvent, vous ne vous occupez pas assez de la question de la communication, elle est essentielle. On est aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, on n'est pas simplement à l'ère des correspondants de guerre qui se trouvent sur place. Et c'est vrai que déjà, on avait appris il y a quelques jours, avant même l'opération, qu'Israël n'allait pas attendre une opération militaire, mais allait anticiper en montrant comment la population de Gaza sert éventuellement de bouclier humain. Et on avait dit, on va le faire avant. Même chose, la diffusion de cette interview est censée montrer que les choses sont beaucoup plus complexes, qu'elles ne sont pas noir et blanc. Est-ce que ça, comment dirais-je, est-ce que ça va empêcher toute accusation, diffamation? Non, mais c'est là où la dimension du temps permet de couper les choses. Dans une journée, 2 journées, d'abord le bilan, vous l'avez vous-même dit, il est bien entendu, compte tenu de la durée réduite de l'opération, le bilan n'est pas trop lourd. Et c'est vrai que la diffusion de ces informations montre que la situation n'est pas manichéenne. Or, c'est tout à quoi nous appelons en général. Et c'est vrai que cette préoccupation me paraît utile, me paraît nécessaire. Je ne suis pas certain qu'elle convainque tout le monde, mais c'est là où la brève durée de l'opération permet finalement de couper court à toutes ces diffamations lorsqu'il y a diffamation. En même temps, je voudrais peut-être préciser que lorsqu'il y a des opérations et que la réaction immédiate de l'autorité israélienne de dire c'est les Palestiniens qui ont échoué dans leur tir et donc c'est la faute des Palestiniens,
je demanderais là peut-être un peu plus de prudence. Israël peut tout à fait dire non, nous ne sommes pas les responsables, mais de là à immédiatement accuser alors qu'aucune enquête n'a encore été faite, attention, la crédibilité de la communication israélienne, c'est un atout qui est essentiel et il ne faut pas le sacrifier. Après tout, ceux qui ont utilisé ce type de manœuvre, actuellement, c'est Poutine en disant non, non, c'est pas nous qui avons bombardé, c'était les Ukrainiens qui ont fait une erreur de tir. Donc, évitons ce type de, comment dirais-je, évitons ce type Réaction? d'argument qui peut apparaître comme une propagande. Voilà. En revanche, faire état d'appels de ce type, ça, je pense que c'est important et ça peut être convaincant pour ceux qui entendent de bonne foi des déclarations qui ont été faites par des responsables israéliens. Alors justement, vous avez dit, Denis, à juste titre, c'est pas certain que ça puisse convaincre tout le monde. Vous avez entendu parler, puis vous en avez parlé, je sais, avec Ilana Ferradian à l'antenne, puisque je suis fidèle à l'antenne aussi, de cet projet de résolution de la NUPES concernant Israël et l'accusant d'apartheid. Là, concernant ces opérations de l'armée israélienne, quand on s'est rendu sur les réseaux sociaux pour voir ce que disaient les personnes, notamment de LFI, je vous lis quelques tweets et puis vous pourrez réagir comme ça à chaud. Mathilde Panot. Bombardement intensif de civils sur la bande de Gaza par l'armée israélienne, 15 morts dont une enfant, dans un silence assourdissant. Quelles que soient les intimidations, notre soutien au peuple palestinien ne faiblira pas. Hashtag Gaza under attack. Clémentine Autain. Israël s'est lancé dans la plus dramatique attaque depuis mai 2021. 28 morts, tous palestiniens, dont plusieurs enfants et des centaines de blessés. Gaza under attack. Réaction. Réaction. Que la France insoumise ait décidé une fois pour toutes que la justice et la vérité soient du côté des Palestiniens, c'est leur choix. Je pense que cette vision-là n'aide pas à la réconciliation. Elle vise à armer moralement les esprits de part et d'autre. Donc, je ne crois pas que ce soit la bonne stratégie. Non, alors c'est sûr que c'est l'opération la plus massive depuis mai 2021, c'est incontestable. Mais encore une fois, je pense que les acteurs périphériques, et la France en fait partie, qui veulent peser sur la résolution du conflit, ne devraient pas le faire. Et de manière générale, par une identification totale, absolue et sans nuance. C'est tout le propos que j'ai, moi, lorsque je m'exprime tous les lundis à votre antenne, et je vous en suis toujours reconnaissant, d'essayer de faire entendre la voix de la raison dans un conflit qui est dominé par la passion. Je pense qu'un parti politique a une responsabilité plus importante que la voix d'un citoyen ou la voix de, même je dirais, d'un journaliste. Parce qu'un homme politique et une femme politique sont là pour essayer d'introduire de la raison. Je ne suis pas sûr que par cette identification totale, eh bien, ils ne ratent pas leur objectif, mais je crains bien que leur objectif ne soit pas la réconciliation entre les deux peuples, mais la volonté de représenter ce conflit comme un conflit manichéen entre les forces du bien et les forces du mal. Encore une fois, on a le droit d'apporter son soutien au peuple palestinien. C'est tout à fait normal que dans un conflit, ça génère des sympathies et des hostilités de part et d'autre, mais il faut le faire en y mettant comment dirais-je, une volonté de tempérer le conflit, pas de l'envenimer. Je ne suis pas sûr que ces tweets, mais de manière, le genre du tweet ne favorise pas ce type de propos plus nuancés qui demande un peu plus de temps, celui-là même que vous m'offrez tous les lundis, Eva. Alors, Denis Charbit, pour en revenir à ce qui s'est passé ces derniers jours sur le terrain, on a vu aussi quelque chose d'inédit. On a vu que le Hamas, finalement, ne s'impliquait pas du tout, restait observateur du conflit qui se jouait entre le djihad islamique et Israël. Oui, c'est là, vous avez tout à fait raison, Eva, c'est là la clé, je dirais, de l'intelligence qui a présidé à cette opération. Encore une fois, on a pris un risque. Le risque, c'était d'être l'agresseur, celui qui tire le premier. Là-dessus, il n'y a pas photo, comme on dit. Mais d'un autre côté, c'était ça la différence avec les opérations précédentes, c'est qu'on n'a pas visé l'autorité qui règne dans la bande de Gaza, c'est le Hamas. Or, c'est clair, le Hamas et le djihad islamique
certes, ont des buts communs, ils ont des objectifs communs, ils mettent parfois ensemble leurs moyens contre Israël, mais ce sont quand même des factions rivales. Lorsqu'un jeune Palestinien de la bande de Gaza veut s'engager dans la lutte armée, il a le choix d'aller au djihad islamique ou d'aller au Hamas. S'il va au djihad islamique, il affaiblit le Hamas. Et donc, le Hamas s'est trouvé dans une position, je dirais, un peu inconfortable. C'est celle de ne pas apporter son soutien immédiat à une organisation qui a été directement visée. Le fait d'avoir ciblé sur le djihad islamique a posé au Hamas un dilemme, et le Hamas s'est trouvé pris entre deux feux. La pression iranienne réagissait immédiatement et la pression égyptienne disant venez négocier, n'allez pas mettre en cause ce que vous avez acquis. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre, le Hamas, il y a 25 000 Palestiniens qui tous les jours vont travailler en Israël. Si le Hamas était entré dans l'opération, terminé, ces 25 000 Palestiniens auraient perdu leur subsistance qu'ils ont tous les jours à venir travailler en Israël. D'autre part, le Hamas a un objectif, je termine là-dessus, il a un objectif, celui de ne plus faire partie des organisations terroristes condamnées par l'Union européenne et les États-Unis. En ayant cette attitude-là, peut-être que le Hamas espère sortir de cet opprobre qui est jeté sur elle. Et en ce sens, oui, ça a été très bien vu et l'attitude du Hamas sera certainement récompensée d'une manière qu'on ignore encore aujourd'hui, mais c'est clair qu'ils ont joué un rôle responsable. Merci beaucoup, Denis Charbit, d'avoir été avec nous. Comme chaque lundi, vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Et puis, je vous retrouve avec plaisir lundi prochain. Bonne journée à vous. Merci. Merci.